Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc ce matin pour une 4e vidéo sur le chapitre 23, déterminants. La définition 11, qui termine la 3e vidéo, nous dit que det indice B, B base de E, est l'unique forme n linéaire alternée sur E qui prend en E1, la valeur 1. Nous allons travailler avec cette définition pour pouvoir calculer des déterminants très bientôt. Très important, les remarques concernant les propriétés de det indice B. Dès que un vecteur de la liste à laquelle on applique det indice B est nul, alors det indice B de cette liste est nul. En effet, la det indice B est une forme n linéaire, c'est la n-linéarité qui sert ici. Donc si un vecteur de la liste est nul, le résultat est nul. Si deux vecteurs de la liste sont égaux, le résultat est également nul. Ceci est une conséquence du caractère alterné du déterminant. On l'a vu à la fin du paragraphe précédent. Troisième propriété, si on ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres, conséquence à la fois de la n-linéarité et du caractère alterné, on ne change rien au déterminant. On peut ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres. Enfin, puisque alterné et antisymétrique sont équivalents, si deux vecteurs de la liste sont échangés, le déterminant est multiplié par -1. Ces 4 propriétés sont très importantes et elles sont à faire figurer après la définition 11 sur vos fiches. Passons maintenant au théorème 16. On ne sait toujours pas à quoi servent ces déterminants. Nous allons établir une condition nécessaire et suffisante pour qu'une famille soit libre en termes de déterminants. Nous sommes en dimension n, B est une base de E. Un système de n vecteurs est libre, donc est une base de E, si et seulement si son déterminant dans la base B est non nul. Vous aurez bien sûr remarqué que libre, donc base de E, vient du fait que n vecteurs en dimension n libre forment forcément une base de E, comme on le sait. Soit donc An un système de n vecteurs. Soit il est libre, c'est une base C de E. Det B et det C sont donc colinéaires, puisque l'ensemble des formes n linéaires alternées sur E est de dimension 1. Nous avons deux éléments non nuls de cet ensemble des formes n linéaires alternées. Ils sont donc proportionnels. Det indice B de A1 à n égale lambda det indice C de A1 à n, mais par définition, det indice C de A1 à n vaut 1. Donc nous avons det indice B de A1 à n égale lambda. Ce lambda est forcément non nul, parce que s'il était nul, det indice B serait une forme toujours nulle, ce qui est bien sûr exclu par la définition 11. Deuxième sens, si je peux dire, si A1 à n est lié, un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. On peut donc ajouter à ce vecteur l'opposé de cette combinaison linéaire et le déterminant sera nul. Si dans un déterminant, un vecteur est combinaison linéaire des autres, le déterminant est nul, on l'a déjà vu. Passons donc au théorème 17, comparaison des déterminants dans deux bases. On a donc B et B', deux bases de E. On a vu, on peut dire, et ce résultat est à savoir retrouver, que det indice B' égale det indice B' de E1 En fois det indice B. Cette démonstration est fort simple car incluse dans la précédente. Det B' égale lambda det indice B, comme on l'a vu pour deux bases de E. On applique ça à E1 En
la base B. On a donc det indice B' de E1EN égale lambda det indice B de E1EN, mais det indice B de E1EN égale 1, donc lambda égale det indice B' de E1EN. On a donc le résultat très facilement. Passons maintenant au huitièmement déterminant d'un endomorphisme. Je vous rappelle que jusque maintenant, nous n'avons parlé que de déterminants dans une base B d'une famille de n vecteurs. Deuxième notion, liée bien sûr, déterminant d'un endomorphisme. Le théorème 18 est un peu difficile. Lisons-le. Soit U un endomorphisme d'un K espace vectoriel E de dimension n, il existe un unique scalaire noté det indice U, tel que pour toute forme n linéaire alternée f, et pour tout x1 xn, f de u de x1 u de xn égale det de u f de x1 xn. Donnons une idée de cette démonstration. Je considère phi u de f de e puissance n dans K qui à x1 xn associe f de u de x1 u de xn. Donc à x1 xn, j'associe un scalaire. On vérifie facilement que f est une forme n linéaire sur que si f est une forme n linéaire sur E, il en est de même de phi u de f. En effet, la n-linéarité de phi u de f est assurée à la fois par la linéarité de u et la n-linéarité de f. Ça, c'est un premier point. On a défini phi u de f. On définit maintenant dans un deuxième point phi u qui a f associe phi u de f, qui a la forme linéaire n linéaire alternée f associe la forme n linéaire alternée phi u de f. On vérifie, on ne le fera pas bien sûr, que l'application phi u est linéaire. Et on peut alors conclure dans un troisième point, puisque AN2 est une droite vectorielle, que phi u est une application linéaire de cette droite vectorielle dans elle-même, eh bien c'est une homothétie. En effet, qu'est-ce que je sais d'une droite vectorielle? Ça a une base de dimension 1, ça a une matrice 1, 1. Or, une matrice 1, 1, c'est forcément une matrice d'une homothétie. Donc, si c'est une homothétie, eh ben, elle a un rapport d'homothétie qu'on appelle det indice U, et on tombe donc sur notre théorème 18. Il existe un unique scalaire, det indice U, tel que pour tout f et pour tout x1 xn, f de u de x1 u de xn égale det de u f de x1 xn. Ceci fait l'objet de la définition 12. Le théorème 18 est à mettre sur vos fiches, mais il en est bien sûr de même de la définition 12, qui est la partie utile. On appelle déterminant d'un endomorphisme U de E le scalaire det indice U, tel que det indice U égale det indice B de U de E1 U de En pour toute base B égale E1 En de E. Conséquence du théorème 18, on peut choisir la base B quelconque. On rappelle que c'est l'unique scalaire tel que pour tout f n linéaire alterné sur E et pour tout x1 xn, f de u de x1 u de xn égale det de u f de x1 xn. On applique cette définition pour f égale det de b pour obtenir, et x1 xn égale e1 en pour obtenir le début de la définition 12. J'insiste, cette définition est à bien connaître. Elle permet d'une part de calculer le déterminant de U grâce à une base choisie au hasard et aussi de faire des problèmes plus théoriques dans la fin de la définition, les deux dernières lignes. On passe maintenant au théorème 19, propriété du déterminant d'un endomorphisme. Cela va aller très vite, tout a été préparé à l'avance.
Alors, soit E1K espace vectoriel de dimension n, det de I2 égale 1. Et bien sûr, on va regarder au fur et à mesure les démonstrations. Qu'est-ce que c'est que det de l'identité? C'est det indice B de E1En. Eh bien, c'est bien sûr 1. Deuxième propriété, pour tout lambda dans K et pour tout U, det de lambda U égale lambda puissance n det de U. Attention, il ne faut pas se faire avoir, c'est lambda puissance n. Démonstration évidente, det de lambda U, par définition, c'est det indice B de lambda U de E1, lambda U de En. On sort les lambdas de chaque composante vu la n linéarité et on obtient lambda puissance n det indice B de U de E1, U de En, ce qui n'est rien d'autre que det de U, donc lambda puissance n det de U. Troisième et dernière propriété, déterminant d'une composée, eh bien on a quelque chose de sympa, det de V rond U égale det de V fois det de U. En effet, par définition, det de V rond U, c'est le déterminant dans la base B de V rond U de E1, V rond U de En. Grâce à la fin de la définition 12, on va pouvoir dire que c'est det de V multiplié par le déterminant dans la base B de U de E1, U de En, ce qui n'est rien d'autre que det de U. D'où déterminant de V rond U égale det de V fois det de U. On ne pouvait pas attendre plus sympathique comme propriété. Un dernier théorème, le théorème 20, sur la caractérisation d'un endomorphisme inversible. Soit grand E un K espace vectoriel de dimension n non nulle, U un endomorphisme de E. U est inversible si et seulement si son déterminant est non nul, et alors le déterminant de l'inverse de U, c'est l'inverse du déterminant de U. Important, bien sûr. Si B est une base de E, U est inversible si et seulement si, on sait ça depuis longtemps, le U de E1, U de En est une base de E. Si et seulement si, le déterminant dans la base B de U de E1, U de En est non nul. Si et seulement si, le déterminant de U est non nul, puisque le déterminant de U, ce n'est rien d'autre que le déterminant dans la base B de U de E1, U de En. On a donc U-1, on a donc que le déterminant de U est non nul si et seulement si U est inversible. Il nous faut maintenant regarder le déterminant de U-1. U-1 rond U égale l'identité. D'après ce qui précède, déterminant de U-1 rond U égale 1 et déterminant de U-1 fois déterminant de U égale 1 en appliquant le théorème 19. Il y a une erreur de numérotation. Ici, c'est le théorème 19, en tout cas, donc le théorème précédent. Alors, est-ce que ça va vouloir théorème ici? Mal. Voilà, on ne voit plus grand chose. Alors, tant pis, vous rectifierez vous-même, c'est le théorème 19. Donc, je répète que le théorème 20, conséquence du théorème 19, nous dit que U est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et dans ce cas-là, le déterminant de l'inverse de U, c'est l'inverse du déterminant de U. La remarque sur les endomorphismes de déterminant 1 est nettement moins importante et on pourra l'oublier dans un premier temps. Donc le théorème 20 est à mettre sur vos fiches. Ceci termine cette 4e vidéo. La suivante nous parlera de déterminant d'une matrice carrée.